Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Raw. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, une vidéo spéciale, très spéciale même, qui mettra un rapide coup de projecteur sur une idée. Alors une idée qui pourra paraître saugrenue pour certains, plausible pour d'autres, surtout s'ils s'intéressent à la physique et à l'univers. Lors de l'un de nos derniers voyages, sous l'impulsion d'un chef d'orchestre improvisé mais tout aussi compétent, nous avons collecté les idées de tous les participants, dont celui que je reçois aujourd'hui, Thibaut, concernant notre lointain passé. Alors l'idée était de compiler et de catégoriser entre guillemets des idées et des théories afin de tirer les tendances de ce que pensent vraiment les gens. Les gens qui sont d'un côté ésotériques et de l'autre côté, à l'autre extrême, les très pragmatiques, voire les sceptiques, parce qu'il y en a toujours et c'est ça qui est très enrichissant et très intéressant sur ce qu'on peut partager lors de ces voyages. Alors la synthèse exhaustive de cette démarche verra le jour dans les semaines à venir sur la chaîne et nous permettra de présenter un échantillon plutôt représentatif de ce qui se dit ou de ce qui se pense par rapport à nos origines lointaines. Mais en attendant, nous allons voir aujourd'hui la théorie d'un des voyageurs, comme je le disais, qui saura, à n'en pas douter, titiller, par exemple, les amateurs de Nassim Haramein. Je précise également que personnellement, je ne porte pas de jugement sur cette présentation. Je reste comme en habitude, en tout cas, j'essaye de rester neutre et je vous laisse à vous, chers spectateurs et chers fidèles de la chaîne, le soin de vous faire un avis global ou sur des points de détail. Et je vous invite éventuellement aussi à poser des questions dans les commentaires. Je pense que pour une petite intro, ça va. Donc je vais maintenant laisser la place et la parole à Thibaut qui va nous en dire un petit peu plus sur son idée à lui. Bonjour Thibaut, comment ça va? Salut Yann, tout va bien. Super. Bonjour à tous d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est Peut-être me présenter dans un premier temps, Vas-y. expliquer un petit peu comment je suis arrivé à ces conclusions, on va dire. À la base, donc, j'ai une formation scientifique. J'ai effectué toute ma carrière professionnelle dans le domaine de la recherche et du développement. Donc, surtout tout ce qui était innovation, c'est un peu là où je m'éclate. Et en tant que chef de projet, finalement, ma mission était de trouver des solutions innovantes aux problèmes de nos clients. Il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à l'archéologie, à tous ces domaines un petit peu énigmatiques. Et je me suis dit que ma passion à résoudre des problèmes pouvait peut-être s'appliquer aussi à cette histoire de l'humanité qui semble un petit peu, on va dire, complexe et pas très claire pour beaucoup de monde. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée initiale que j'ai eue. Tous les reportages, les articles de presse que je pouvais lire n'étaient pas forcément systématiquement plausibles, on va dire. Donc j'ai voulu gratter un petit peu plus et aller voir dans le détail ce qu'il en était. Ouais, je me suis axé sur différents points, on va dire. La première étape, c'était tout reprendre de zéro. L'avantage, c'est que je partais un petit peu de zéro dans ce domaine. On va dire qu'il y a 10 ans, je m'étais quasiment pas du tout intéressé à tout ça. Donc, je suis reparti de zéro. Je me suis basé exclusivement sur des faits. C'est-à-dire que les croyances, on sait très bien qu'une croyance finit souvent par s'avérer fausse. Enfin, il suffit de prendre les expériences qu'on a, nous, au niveau de l'histoire de l'humanité, la position de la Terre dans l'univers et autres. Donc, c'est vraiment me baser exclusivement sur des faits. L'idée, c'est un petit peu finalement de reconstruire le puzzle de notre histoire en se basant uniquement sur des faits, donc les pièces du puzzle n'étant que des pièces intitulées faits et non croyances. Mmh. Je voulais aussi écarter aucune hypothèse. J'adore la phrase de Kant qui dit « On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter ». Je pense que c'est à la base du raisonnement qu'on doit avoir, c'est que on doit écarter aucune possibilité. S'il y a 1 million de scénarios, il faut travailler le million de scénarios pour en extraire finalement le seul qui tienne la route. Et alors ce million de scénarios, le souci, c'est pas justement in fine, arriver à les articuler les uns avec les autres? Les articuler, écarter ceux qui tiennent pas la route, conserver ceux qui, même s'ils paraissent totalement fous, peuvent scientifiquement tenir, vu que tant que les faits confirment ces hypothèses. C'est un peu ça l'idée. Et puis après, ne pas hésiter à partir un petit peu dans tous les sens. Enfin, moi, mon expérience en recherche et développement, lors des brainstorming, c'est un petit peu, voilà, on part dans tous les sens, et puis après, on essaie de synthétiser tout ça et voir où est-ce que ça nous mène, en ne retenant finalement que les options les plus intéressantes, ou en tout cas celles qui répondent à l'ensemble des attentes. Et alors toi, où est-ce que ça t'a mené tout ça? Alors, effectivement, je m'étais dit, un dernier point peut-être aussi, c'est que on est conscients tous, je pense aujourd'hui, en tout cas tous les auditeurs, qu'on a des faits, des constructions qui sont totalement incroyables et inimaginables. Je pense que l'explication, elle risque d'être effectivement aussi incroyable et inimaginable
dans les mêmes proportions. Par contre, faut que scientifiquement tout ça puisse être plausible. C'est un peu ça l'idée. Un point aussi important, je pense qu'il faut négliger aucun domaine. C'est-à-dire que l'archéologie, c'est une chose. Les sciences, nos connaissances scientifiques sont extrêmement larges et il faut surtout rester ouvert à l'ensemble de ces connaissances. Lovecraft qui disait « La chose la plus miséricordieuse qui fut jamais accordée à l'homme est son incapacité à faire le rapprochement entre toutes ces connaissances. » Je pense que c'est extrêmement important de rester ouvert à l'ensemble des connaissances, quels qu'ils soient, pour réussir à construire un puzzle qui soit totalement global et entier, en fait. Voilà. Et donc, finalement, le but, c'est de trouver une histoire qui explique finalement 100% des énigmes aujourd'hui qu'on a aussi bien dans le passé que dans le présent. Et est-ce que ton histoire, elle répond à 100%, d'après toi? Je pense que je me rapproche effectivement assez bien du 100%. Alors après, certaines personnes vont dire que c'est un petit peu abracadabrant. Je pense qu'on dit souvent que l'innovation est approximation. Moi, ce que je propose, voilà, c'est une idée qui est ce qu'elle est, mais qui, à mes yeux, répond à énormément vous le verrez plus tard, répond à énormément en fait d'interrogations et prend finalement la problématique dans son ensemble et ne cherche pas à expliquer juste un point de l'histoire de l'humanité. Ok, eh ben écoute, on t'écoute et je pense que tu peux commencer à dérouler le fil de cette histoire, ton histoire, cette nouvelle histoire. Vas-y. Très bien. Donc, je vous invite donc à imaginer donc une Terre similaire à la nôtre, donc une Terre comme la nôtre avec une Lune, un Soleil au milieu d'une galaxie, enfin, sur le bord d'une galaxie spirale. Un peuple humain qui s'y développe suite à l'arrivée des mammifères, ce qui a succédé donc à l'extinction des dinosaures par une météorite. Ce peuple, par contre, est beaucoup plus barbare que nous, moins évolué, et évolue donc avec une courbe relativement différente de la nôtre. On verra ça donc plus tard. Au final, donc, ce peuple évoluant, on arrive donc à des connaissances technologiques qui sont finalement les mêmes que nous aujourd'hui, donc en l'occurrence au XXe siècle. Il leur arrive donc ce que nous on a redouté pendant pas mal de temps lors de la guerre froide et qui nous menace toujours aujourd'hui. C'est donc une guerre atomique, une guerre nucléaire totale. On sait que nous, sur la planète, on avait 70 000 ogives nucléaires en 1980. On peut imaginer que ce peuple, potentiellement, pouvait en avoir autant, voire plus. Et donc, c'est totalement exterminé lors de cette fameuse guerre nucléaire mondiale. D'accord. Ça, quelque part, c'est un scénario plausible aujourd'hui. Enfin, on sait que nous, en tout cas, c'est un scénario qui nous menace. On peut imaginer que ça pu arriver dans ce monde-là en question. Les seuls survivants sur cette planète-là sont finalement sous terre. C'est-à-dire que la surface est totalement inhabitable, trop radioactive pour des centaines de milliers d'années, voire même des millions ou des milliards selon le type d'armements qui ont été utilisés. Et on se retrouve avec quelques poches de survie sous terre, dans des grottes, dans des abris anti-atomiques. Et là, maintenant, il faut essayer d'imaginer tous ensemble quelle va être la suite de cette nouvelle humanité qui va se développer sous terre, en fait. Et alors, cette vie sous terre, ces abris sous terre, ils ont été construits parallèlement à cette guerre qui les a décimés, ou ils ont construit ça après, ou c'était déjà construit avant en prévision? Je pense que c'est comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur surtout à l'époque de la guerre froide, qui ont peur justement d'une guerre atomique totale. Donc les gens, il existe des bunkers aujourd'hui. Certaines autres personnes ont identifié certaines grottes pour se réfugier en cas de guerre nucléaire mondiale. Imagine que dans un an, on se rend compte que la montée de la menace nucléaire explose, c'est le cas de le dire. On peut bien imaginer que les gens commencent à se dire, tiens, où est-ce qu'on va se réfugier? Repérer des grottes, ou sinon, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont peut-être des abris anti-atomiques. Je pense que certains gouvernements y travaillent. Donc, on peut imaginer qu'en tout cas, une certaine partie de la population se retrouve enfermée sous terre pour des générations et des générations. C'est la suite logique, quelque part. Enfin, si la vie en surface est impossible, les seuls survivants seront sous terre. Donc, dans des abris et autres. Ok. On sait que la durée de vie de l'uranium, c'est 4 milliards d'années, donc on peut imaginer qu'ils ne sont pas prêts de sortir de
sous terre tout de suite en fait. Voilà, donc en gros l'idée c'est d'imaginer que ce peuple se retrouve en fait sous terre pour des générations et des générations. C'est quelle va être la suite de leur vie? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Déjà en termes de leçons, ils vont se rendre compte que le nucléaire, l'escalade qu'ils ont eu les a quasiment décimés pardon, dans leur quasi-totalité. On va dire que peut-être que le pourcentage de survie était de 0,01. Enfin, ça peut être hallucinant en termes de pertes. Ils se retrouvent donc, eux, les rares survivants sous terre, à avoir une vie de fourmi, enfin une vie d'enfer. Ils vont devoir s'entraider, parce que à part l'entraide, il n'y a rien qui va leur permettre de survivre. Une fois les rares ressources alimentaires qu'ils auront peut-être stockées dans leurs abris, il va falloir qu'ils commencent à trouver d'autres solutions pour se nourrir. Donc là, c'est seules certaines poches, je pense, de survie ont réussi à tenir. Et puis après, si on imagine la suite, c'est quoi? C'est année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, ou siècle après siècle, ils vont bien devoir continuer en fait à faire quelque chose. Donc creuser, se déplacer, créer des villes souterraines de plus en plus grandes, recréer finalement une population mondiale souterraine. Enfin, on le fait nous aujourd'hui avec des métros, des tunnels, on voit les projets d'Elon Musk. On peut imaginer que ces peuples-là qui vont vivre sous terre pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, vont forcément en fait devenir donc des experts du creusage, du perçage des roches, et donc vont finalement créer une société souterraine. Il y a aussi un paramètre qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est morphologique, c'est-à-dire qu'entre l'impact de la radioactivité de surface, qui a sans doute effectivement bien affecté certaines populations, leur vie dans le noir, dans le froid, au début, je pense, dans des trucs des trous qu'ils ont creusés, enfin des galeries qu'ils ont creusées eux-mêmes, potentiellement, on peut imaginer que les morphologies vont aussi pas mal bouger. Et quel serait en fait le projet principal d'un peuple comme ça qui est enfermé sous terre alors qu'ils ont connu ce que c'était qu'une vie en surface? À terme, ce serait de revivre en surface quelque part. Leur planète est totalement décimée, jusqu'à la fin des temps, on va dire. La seule solution, c'est une exoplanète. On en parle même nous aujourd'hui, alors que notre planète est encore vivable. Un peuple qui se retrouve enfermé sous terre pendant des dizaines d'années, enfin des centaines d'années, aura forcément un jour envie de partir sur une exoplanète. Enfin, c'est juste en fait du bon sens et de la logique. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et si le peuple se développe correctement sous terre, est-ce qu'il a ces pensées de vagabonder sur d'autres planètes, sachant que le développement qui pourrait le permettre d'aller sur d'autres planètes a été le développement qui justement l'a amené à sa propre perte. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un côté où il se dirait finalement on se développe bien sous terre, c'est peut-être mieux comme ça? Je pense que la leçon qui a été tirée de cette expérience du nucléaire et des conflits, de la concurrence et de la compétition qu'il y avait sur cette planète, je pense que ça, c'est qu'ils étaient, en gros, c'est un peuple de guerriers qui s'est mis sur la gueule pendant des siècles et des siècles, et le jour où ils ont eu l'arme nucléaire, ils s'en sont servis bêtement et ils se sont fait exploser la tête tout simplement. Donc ça, c'est des leçons du passé qui sont dû retirer, et je pense que les rares survivants, s'il y a bien une chose dans laquelle ils n'ont jamais voulu retourner, c'est justement ce côté conflictuel, ce côté égo, ce côté captation des richesses, et au contraire, ils sont partis diamétralement opposés, et donc tout est dans le partage, tout est dans simplement le bien commun, l'intérêt de tous. De toute façon, c'est que ça qui leur aura permis de survivre, je pense, sous terre. Donc cette philosophie, en plus, quand tu es un descendant de ce type de population, de survivants, tu as une seule envie, c'est de ne pas repartir dans le même scénario. Mm-hmm. Enfin, ça me paraissait aussi assez évident. On sait quel était le chemin qu'on a pris pour s'exterminer, prenons l'opposé. Mm-hmm. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et donc il rêve à une exoplanète. Tout à fait. Pour la coloniser? Pour aller s'installer effectivement et quitter cet enfer souterrain et aller s'installer enfin en surface, avoir la vie que leurs ancêtres en fait ont connue précédemment. Mais par contre avec un état d'esprit bien différent, je pense. Mm-hmm. En termes de technologie, aujourd'hui on a des connaissances qui sont ce qu'elles sont, que ce soit en ultrasons, en antigravité, en fusion nucléaire, en trou noir, en espace-temps. Tout ça aujourd'hui on est plus en étape, on va dire, on connaît la théorie, on n'a jamais mis en pratique. Ce peuple, potentiellement, quand ils sont fait exploser leur planète, ils avaient une connaissance à peu près identique à la nôtre au XXe siècle. On peut imaginer qu'ils ont les mêmes connaissances dans les autres domaines que nous aujourd'hui.
au bout de quelques dizaines d'années, voire centaines d'années, en plus drivés par leur projet, on peut imaginer que tout aille dans le sens où en fait les théories qu'on connaît aujourd'hui soient mises en application un jour. Finalement, c'est qu'une question de temps. Alors, question très pragmatique et terre à terre. Ce peuple se développe sous terre, ok, Ouais. mais pour atteindre le niveau de développement dont ils auront besoin pour envisager concrètement le départ vers une autre planète, il faut des choses. Je veux dire, il faut du matériel, il faut des matières premières, il faut beaucoup de tout ça. Et où est-ce qu'ils se fournissent, sachant que à la surface, il n'y a plus rien, et il n'y aura plus rien jusqu'à, a priori, ce qu'ils puissent partir sur une autre planète, si on part sur cette théorie. Effectivement. Mais les ressources, on va dire en métaux et autres, sont disponibles sous terre. Aujourd'hui, quasiment tous les matériaux qu'on utilise pour construire nos machines sont extraits de la terre ou sont des matériaux de la terre transformés. Donc quelque part, ils ont tout à disposition. Même si c'est complexe, même si la vie est complexe. Oui. Ouais, une question? Oui, une question. C'est vrai que c'est disponible sous terre, mais c'est quand même réparti aux quatre coins de la planète. Il y a certaines régions du monde qui sont justement réputées pour leurs minerais, pour leurs pierres précieuses, pour leur gaz, etc., et d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut malgré tout garder des... Comment dirais-je, il y en a qui sont un petit peu partout sur leur planète à ce moment-là. Moi, ça me semble très très compliqué, presque trop compliqué, d'envisager l'extraction et l'utilisation de ces minerais, de ces matières premières, quand bien même seraient-elles souterraines. Tout ça n'est qu'une question de temps. Une fois que tu as accepté le fait que le temps fera forcément aboutir et atteindre l'objectif, on peut imaginer qu'au bout de 200 ans, regarde ce que nous on a fait en 50 ans en termes d'évolution technologique. Imagine au bout de 200 ans, au bout de 500 ans, quelles seront nos connaissances technologiques par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est exponentiel, donc c'est juste, pour moi, c'est juste une question de temps. Il n'y a pas de raison que dans X années, quelle que soit la valeur de X, on finisse pas par trouver, en creusant, des matériaux dont on a besoin. Et quand tu parles de 200 ans, est-ce qu'on peut imaginer 20 000 ans ou 200 000 ans? Si c'est qu'une question de temps. Parce que moi, personnellement, 200 ans, ça me semble hyper short. Non, moi je pense plus de l'ordre de ça se compte en centaines d'années, à mon avis. D'accord, seulement. Ça se compte en siècles, oui. Okay. Moi, j'aurais une estimation de 1400 ans pour arriver effectivement à l'étape finale dont on parlera tout à l'heure. Ok. Mais c'est un ordre de grandeur. Après, effectivement, peut-être que c'est 2 fois plus, peut-être que c'est 2 fois moins. Là-dessus, j'ai pas d'éléments tangibles. C'est une pure spéculation. Après, c'est juste que si on prend une suite logique en fait de scénarios, forcément, il y aura un jour où. C'est un peu ça l'idée. Tu as un projet de partir sur une exoplanète, tout le peuple travaille dans ce sens-là. Je pense que ça peut aider aussi à ce que les choses fassent peut-être plus vite que si c'était pas forcément le principal driver. Ok, donc X centaines d'années, ils arrivent à un stade qui leur permet d'envisager le départ ailleurs. Comme nous, on essaye d'envisager le départ vers Mars, qui est souvent, quelquefois revendiqué comme la seule option de survie de l'humanité, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire nous-mêmes sur la planète. Tout à fait, exact. Là, je vois, en fait, il y a 2 technologies aujourd'hui qui permettent de voyager extrêmement loin dans l'espace. Si on veut partir à plusieurs centaines d'années-lumière, c'est soit effectivement avoir un vaisseau qui atteigne la vitesse de la lumière, ou quasiment celle de la lumière, donc avec des énergies donc phénoménales. La seule source d'énergie nécessaire, possible pour ce type de voyage étant la fusion nucléaire, c'est ce qui est le plus puissant aujourd'hui. Et là, le problème, c'est que la machine soit d'une telle taille et les ressources en fait en deutérium, qui est le principal matériau nécessaire pour un réacteur à fusion nucléaire, on peut imaginer que le deutérium soit plus disponible à la surface de la planète suite à la guerre atomique, et qu'en plus donc le taux de radioactivité en surface soit tel qu'il soit impossible finalement d'aller y construire quoi que ce soit en surface. Donc cette option d'un voyage avec un vaisseau spatial qui atteindrait des vitesses exceptionnellement grandes me semblait donc pas possible. La deuxième option, c'est un voyage spatio-temporel. La théorie nous dit aujourd'hui
qu'à proximité d'un trou noir, on génère une déformation de l'espace-temps qui permet de créer une boucle spatio-temporelle fermée. Cette boucle, en fait, permet de se déplacer dans l'espace-temps via un trou de verre. Ça, c'est la théorie aujourd'hui, théorie scientifique, c'est pas moi qui l'ai imaginé. Maintenant, la question, c'est qu'il faut avoir les technologies capables de l'atteindre. Nous, aujourd'hui, on n'a aucune technologie. Il faut être capable de créer un trou noir. Aujourd'hui, nos trous noirs, ceux qu'on a créés sont extrêmement petits et de durée de vie extrêmement courte, de l'ordre de la microseconde ou milliseconde. Donc, avant, effectivement, qu'on ait une technologie capable de faire l'ensemble de ce processus, il faut effectivement plusieurs siècles de développement. Est-ce que je peux te couper avec une autre question, ouais, toujours très pragmatique et terre à terre? Tu me connais, hein, moi je suis plus l'avocat du diable que l'avocat de l'ésotérisme. Parfait. Quand tu vis sous terre, où est-ce que tu entreposes ton matériel qui, à terme, va te permettre de quitter la planète? D'où tu le fais partir? Enfin, moi, j'imagine une vie beaucoup trop compliquée pour arriver à utiliser ce genre d'équipement. Quand on parle de voyage spatio-temporel, c'est juste, quelque part, un gros labo finalement. Il n'y a pas de propulsion à avoir en fait. Le but, c'est de créer un trou noir. Enfin, c'est que dans un laboratoire expérimental potentiellement qu'on crée ce contexte. Donc la taille finalement de l'engin pour voyager dans l'espace-temps n'est pas non plus. On parle pas d'un lanceur d'une fusée par exemple. Mm-hmm. C'est juste tu prends le ITER, le projet à Cadarache, créer ce gros rotor qui marche donc à la fusion nucléaire. Bon, ça prend un certain volume, mais cet objet sous terre ne serait pas plus compliqué à faire. Dès que tu as les matériaux et que tu as creusé la cavité nécessaire. Mais une fois de plus, on est avec un peuple en fait qui maîtrise parfaitement au bout d'un certain temps tout ce qui est roches et transformation des roches. Mmh. Et alors, il faut combien d'engins pour évacuer tout ce beau monde? Alors, déjà, pour revenir donc sur le voyage spatio-temporel, à mon avis, c'était pas possible en fait de faire un voyage spatio-temporel donc avec les paramètres. Donc, il y a 3 dimensions pour la partie espace et une dimension pour la partie temps. Quand on parle de voyage spatio-temporel, en fait, il y a 4 dimensions à gérer. Je me dis que s'il y avait déjà 3 dimensions au niveau de l'espace à gérer, c'est extrêmement complexe en termes de maîtrise du processus. Et il est plus simple de gérer une seule dimension au niveau de la boucle spatio-temporelle. Donc, plutôt d'avoir une boucle spatio-temporelle, on a une boucle temporelle. Le voyage dans le temps semble donc plus simple avec ce process que le voyage spatio-temporel ou même le voyage dans l'espace avec 3 dimensions d'espace. Et après, c'est pareil, si on a une planète, donc il y a plusieurs centaines d'années-lumière de la Terre, la précision au niveau de l'atterrissage, on va dire, sur cette nouvelle exoplanète me paraît extrêmement complexe à gérer. Si on a 1400 années-lumière de la Terre, va positionner, en fait, va mettre ton bonhomme, on va dire, pile à la surface de la Terre pour qu'il atterrisse au bon endroit. Ça me paraît totalement irréaliste. Alors que le voyage dans le temps, finalement, on se retrouve avec une personne qui va juste, en fait, partir d'un endroit et arriver au même endroit, sur la même planète, mais dans un temps différent. Est-ce que tu me suis? Donc ils partent pas, ils reviennent, entre guillemets. Voilà, ils voyagent effectivement dans le temps uniquement. D'accord. Quelque part, c'est juste une question de temps en termes de développement technologique. C'est ce qu'il faut comprendre en fait et accepter. Mmh. Un voyage vers le futur est totalement sans intérêt vu que la planète n'a pas changé de physionomie et sera totalement invivable dans le futur. La seule option, c'est de repartir dans le passé. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord pour le moment. L'option qui est choisie, c'est aussi d'aller de retourner dans le passé sur leur planète et d'y construire donc ensuite leur machine à voyager dans l'espace. Donc là, avec un réacteur à fusion nucléaire pour rejoindre l'exoplanète. Parce qu'une fois qu'ils sont revenus dans le passé, finalement, ils auront fait que la moitié du voyage. Ils n'auront toujours pas atteint l'exoplanète. On est bien d'accord. Mais s'ils reviennent dans le passé, ils reviennent sur une Terre habitable, non? Tout à fait. On est bien d'accord. Pourquoi vouloir encore repartir plutôt que de recommencer au même endroit? Parce que comme ils sont sur la même planète, ils vont se retrouver en fait avec leurs ancêtres quelque part. Et là, c'est là donc on arrive sur une notion aussi qui est intéressante, c'est justement ce côté univers parallèle.
On sait que pour que la mécanique quantique s'accorde avec la théorie de la relativité générale, pardon, il faut beaucoup de scientifiques s'accordent à dire qu'il faut accepter le principe de multivers, donc d'univers parallèle. On peut, enfin, moi, ce que je suppose, ce que je pense, et en plus pour éviter aussi le problème le paradoxe du grand-père, c'est qu'en fait, ce voyage dans le temps via ce trou de verre fasse arriver sur la même planète, mais dans un autre univers, en fait. On se retrouve dans un second univers identique à leur univers, avec leurs ancêtres, mais par contre, à partir du moment où ils arrivent donc sur cet univers, dans cet univers, donc l'histoire de la planète va changer. Est-ce que tu réalises que c'est un concept qui est extrêmement compliqué à appréhender pour la plupart des personnes qui nous écoutent? Je l'entends, mais aujourd'hui, le principe de multivers est de plus en plus accepté par la communauté scientifique. Et justement, on sait très bien que c'est un petit peu ce qui nous manque pour justement faire concorder la mécanique quantique et la relativité générale. Mm-hmm. Donc, je pars du postulat effectivement que les univers parallèles existent et les trous de verre, et ça c'est aussi on va pas dire une réalité, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. Un trou de verre permet quand même de passer d'un univers à l'autre potentiellement. Mm-hmm. Donc là, comme on est en voyage dans le passé, finalement, on ne change pas la physionomie de la planète et l'histoire de la planète dans le passé. Par contre, le jour où on arrive sur cette planète, on en change d'histoire. Et donc c'est là en fait qu'on arrive à un point intéressant, c'est que je pense, c'est une hypothèse, hein, bien sûr, une fois de plus, c'est que donc ce retour en arrière s'est fait donc sur notre planète. Donc on serait en fait dans un univers numéro 2 qui aurait été soit engendré par ce trou de verre, soit il existait déjà et finalement ils ont atterri quelque part dans notre univers. Et il y a environ 12 500 ans sur notre planète. L'exoplanète en question se trouve dans la constellation d'Orion, qui se situe donc aujourd'hui qui se situait donc il y a 12 500 ans à 700 années-lumière de la Terre. Une chose qui est intéressante, c'est que la distance la plus courte entre la constellation d'Orion et la Terre est exactement à cette date-là. À l'époque où ils étaient sous Terre, il y avait environ 1400 années-lumière entre leur planète et Orion. À la date où ils sont revenus, ils sont seulement à 700 années-lumière. Donc le choix de cette date ne semble pas en plus déconnant par rapport à leur projet. S'ils veulent ensuite repartir, construire en fait sur Terre une machine capable de les envoyer en fait sur l'exoplanète. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tout le monde me suit? Oui, D'accord. J'attends la suite, vas-y. Une phrase de Clarke qui a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc Arthur C. Clarke disait « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Je pense que ça aussi, il faut le garder à l'esprit, c'est que toute technologie qui est au-delà de notre compréhension, et donc forcément tout ce qui va être développé par ce peuple qui a des siècles d'avance sur nous, au final, sera pour nous de la magie. Magie ou science-fiction, parce que j'avoue que, pour moi, et peut-être que c'est le sentiment qui est partagé par d'autres, aujourd'hui, ce que tu racontes, même si scientifiquement un jour ce sera plausible et réalisable, ça relève de la magie ou de la science-fiction, plus que de quelque chose de réel. Oui, tout à fait. Ça, je le conçois tout à fait. J'ai aucun souci avec ça. Ouais. Mais voilà. Donc, après, l'idée, c'est que pour atteindre leur exoplanète, qui est quand même encore à 700 années-lumière de la Terre, ils vont devoir construire une machine de taille immense pour générer des puissances, des énergies énormes, en fait, phénoménales, pour justement pousser leurs vaisseaux spatiaux jusqu'à l'exoplanète. C'est un peu ça l'idée. La seule technologie aujourd'hui qu'on sait capable de fournir des énergies hallucinantes, on va dire, c'est la fusion nucléaire. Aujourd'hui, on a le projet ITER, donc à Cadarache, qui travaille là-dessus. On sait que c'est l'énergie du soleil aujourd'hui. C'est l'axe principal pour générer des énergies immenses, de forme torique. C'est, je pense, la géométrie idéale, donc sous forme de sphère, et la taille de la planète Terre. C'est juste en fait quelle serait la taille maximum d'une machine qu'on puisse construire sur Terre. Finalement, c'est la taille de la Terre. Oula, c'est compliqué. Et on se retrouve. Oui, je comprends. Mais moi, si je veux construire une machine immense qui a des capacités immenses, la taille maximum que je peux me permettre, c'est la taille de la planète. Gros avantage, ça a une forme torique par nature. On ce qui est quand même vachement bien pour créer cette machine. Après, il reste encore à construire
des structures à la surface de la planète qui puissent répondre en fait aux fonctions de la machine. Une machine est en fait qu'un ensemble d'éléments qui remplissent des fonctions pour que la machine fonctionne. Mhm. On est encore une fois de plus sur une technologie qui nous dépasse. Je confirme. Et pour moi, donc il y a énormément de structures aujourd'hui qu'on trouve à la surface de la planète, que ce soit des pyramides, que ce soit des différents monuments et autres, qui sont en fait des éléments de la machine, avec pas mal de caractéristiques bien spéciales. Quand on voit qu'on a des plaques de mica à Teotihuacan, par exemple, on sait que le mica sert essentiellement à réguler les réacteurs nucléaires aujourd'hui. Teotihuacan, on a aussi du mercure, comme en Chine. On sait que le mercure a des fonctions pour l'antigravité. Il y a quand même pas mal d'éléments sous les yeux, en fait, voilà, qui nous montrent qu'on a affaire potentiellement, je dis bien potentiellement, à un mécanisme, et un mécanisme qui nous dépasse. Donc si on accepte le fait, oui. Donc pour toi, les pyramides, les murs cyclopéens, toutes ces choses faisaient partie de ce que toi tu envisages être une machine à l'échelle de la Terre? Voilà. Alors, il y a soit des éléments d'une machine, soit des cités pour faire vivre en fait le peuple en transit entre leur monde souterrain de l'autre univers et l'exoplanète. Mhm. On retrouve effectivement dans pas mal de monuments le nombre d'or, pi, le mètre qui est une mesure de la Terre finalement, et tout ça avec des dimensions optimisées en fait. On se rend compte que finalement ils ont fait une sorte de machine idéale qui nous dépasse, mais quand même qui répond à des lois mathématiques et des proportions hallucinantes en fait. Mhm. Donc finalement, toutes ces structures qui aujourd'hui sont totalement inexplicables seraient donc dans leur grande majorité donc des éléments de la machine en question. On sait que c'est des peuples qui ont une expertise des roches, leur maîtrise, que ce soit le déplacement, le moulage, le ramollissement des pierres et autres. Depuis des siècles et des siècles, ils ont vécu dedans pendant des années. Je pense que c'est pas... Souvent, on se dit ça semblait facile pour eux, et je pense que c'est un peu le cas. Quand ils empilent des roches de 200 tonnes en Égypte, on se dit bien que quelque part, si ça avait été compliqué, ils n'auraient pas fait ça. Et après, donc pour finir sur cette machine, après ça reste qu'une théorie, hein, mais ce que je pense, c'est que la pyramide de Khéops était sans doute la base d'une sorte de rayon laser qui aurait poussé en fait les vaisseaux par un système, aujourd'hui on parle de voile solaire, potentiellement pour leur faire atteindre une vitesse quasiment proche de celle de la lumière, pour que le voyage donc, des vaisseaux, poussé par ce rayon, leur permette d'atteindre donc l'exoplanète dans un temps raisonnable, on va dire. Si on veut que le voyage de 700 années-lumière dure 1 an seulement, il faut voyager à 99,9999% de la vitesse de la lumière. Non, c'est le temps que met la lumière n'est pas le temps ressenti en fait. Le photon ne vieillit pas. Donc un photon par exemple, même si on a l'impression qu'il met 700 années-lumière, lui il ne vieillit pas. Donc c'est le même principe en fait. Ça c'est une question c'est la relativité d'Einstein ça. D'accord. Mais effectivement, c'est entre ce qu'on voit de l'extérieur et ce que vit le passager, on va dire, c'est deux choses différentes. Par contre, effectivement, il faut atteindre une vitesse quasiment équivalente à celle de la lumière. Donc forcément être poussé par un laser de photons avec une voile solaire capable de capter justement cette puissance pour le pousser à cette vitesse-là. Une parenthèse importante à faire donc sur cette étape qui va avoir lieu donc lors de leur passage sur notre planète, c'est que on est finalement leurs lointains cousins. Ils vont profiter donc de leur passage sur Terre pour justement nous transmettre des fondamentaux que eux n'ont pas eu, pour éviter qu'en fait on finisse avec le même scénario, qu'on ne s'extermine pas les uns les autres au bout d'un certain temps. Bon, ils ont pas trop réussi alors, vu la direction qu'on prend. Je pense que lors de leur passage, on parle de dieux qui sont venus sur Terre et qui ont apporté la connaissance. Je pense qu'eux ont fait de leur mieux pour nous apporter un code moral, une certaine sagesse, le savoir, l'agriculture. Un peu partout sur Terre, on sait que c'est à cette période-là que l'agriculture est arrivée. Je pense qu'ils ont agi à l'histoire de Viracocha, enfin tous ces soi-disant dieux qu'on retrouve un peu partout sur la planète.
ils ont essayé donc d'avoir une influence à une époque où l'écriture n'existait pas, donc c'est juste par oral que les choses ont été transmises. Après on se retrouve aujourd'hui avec des légendes et des mythologies qui vont justement dans ce sens, où on a des peuples qui sont passés une certaine période, qui ont apporté énormément de choses, et aujourd'hui on ne sait pas trop les expliquer. Donc ça a laissé effectivement des histoires à l'ensemble de la planète. Après, imagine au bout de plusieurs milliers d'années, entre ce qui s'est passé et l'histoire officielle qui a fini par arriver, on a un bon écart, je pense. Et puis après, donc, quand ils sont partis, ils ont laissé donc des milliers de sites à travers le monde, des milliers de structures, et qui ont donc, on n'a pas pu les expliquer, et deux, elles ont été donc réutilisées souvent par des peuples dans les années qui ont suivi. C'est un peu ça l'idée. Et donc à l'heure où tu nous expliques tout ça, eux, ils sont sur leur planète actuellement. Oui, moi je pense qu'ils sont restés quelques années à la surface de notre planète. Ils sont repartis dans leur totalité et ils nous ont laissé simplement le savoir et la sagesse qu'ils ont essayé de nous transmettre. Et eux, ils sont depuis 12 000 ans sur leur planète, dans la constellation d'Orion. Alors depuis, je pense que les technologies leur ont permis de faire pas mal de choses. Peut-être, j'aurais voulu revenir quand même sur le voyage qu'ils ont fait donc, pour partir sur leur exoplanète. Il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est que à cette période-là, donc les énergies sans doute dégagées par la machine mondiale, on va dire, pour envoyer donc à des centaines d'années-lumière leurs vaisseaux spatiaux, ça a produit donc forcément des énergies dingues à la surface de la planète. On sait aujourd'hui qu'à cette période, il y a l'augmentation globale de la Terre était de 5 degrés. On parle de la fin de l'ère glaciaire à cette période-là. Et surtout, les scientifiques aujourd'hui disent qu'ils ont l'impression que quelqu'un a appuyé sur un bouton. On n'est pas sur une croissance progressive de la température. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, mais que d'un seul coup, on a pris 5 degrés. Les eaux sont montées de 130 mètres environ. On parle de déluge, effectivement. On peut imaginer que ces 130 mètres de montée des eaux soient extrêmement brutales. Donc on a donc des histoires de déluge, des histoires d'Atlantide, toutes les cités justement qui ont été abandonnées, des cités hallucinantes à leurs yeux, qui ont été englouties. Voilà, c'est un peu l'idée de cet événement-là. La fin donc de l'ère glaciaire, avec pas mal d'explications, mais de phénomènes scientifiques qu'on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, on émet l'hypothèse qu'il y a une pluie de météorites qui a touché la Terre à cette même période. On n'a pas d'impact. Par contre, on retrouve des nanodiamants, des cellules de carbone, de la suie. Et donc, la seule explication aujourd'hui plausible qu'on trouve, c'est effectivement une pluie de météorites. Mais pourquoi ce serait pas aussi un autre phénomène? Et un autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, donc, il y a eu des forages qui ont été effectués au Groenland par plus de 1000 mètres de profondeur. Et la conclusion a été qu'on a constaté donc à cette même période un effondrement des quantités en deutérium dans l'atmosphère. Le deutérium étant l'élément principal qui fait fonctionner un réacteur à fusion nucléaire. Donc, je trouve ça assez intéressant effectivement de croiser cette information avec cette théorie. Et alors ta machine mondiale, oui. Comment elle fonctionne? On tombe sur la phrase de Lovecraft, c'est-à-dire que toute technologie suffisamment puissante suffisamment avancée nous paraîtrait de la magie ou de la science-fiction. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments sur la planète. On sait qu'il y a certaines distances, on parle d'équateur penché, certaines distances qui respectent le nombre d'heures à chaque fois. Donc, la distance d'un site à un autre est multipliée par le nombre d'heures. On peut imaginer que sous ces sites, on ait des éléments qui sont encore inaccessibles. On sait que sous Gizeh, par exemple, énormément de choses qu'on n'a toujours pas pu aller voir. Donc, quid de ce qui se passe là-dessous. Tous ces éléments, effectivement, sont juste des sous-éléments de la machine globale, quoi. Mais après, la technologie, je la connais pas, et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable même de la suspecter, en fait. D'accord. Mais on a des sites partout répartis sur la planète, parfois à des distances justement bien spécifiques, avec des mécaniques internes qui n'ont aucun sens. Enfin, la pyramide de Khéops, il y a différentes chambres. On n'a jamais compris sa vraie fonction, mais ça ressemble quand même vachement à une machine, quelque part.
Alors tu parles de la grande pyramide, mais qu'est-ce qu'on fait des autres pyramides? La rhomboïdale, la rouge, Képhren, Mykérinos, etc. Est-ce qu'elle faisait aussi partie de cette grande machine? Après ça, honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai pas non plus toute la connaissance. Qu'une fois de plus, quand on dit que l'innovation est approximation, je pense que voilà, c'est une idée, c'est un axe de travail. Ce qu'on dit aussi souvent en brainstorming, quand on fait ça, donc dans nos projets, c'est qu'en gros, c'est de la ce qui est important, c'est de bonifier en fait les idées. Donc, moi, j'amène une idée. Si des gens peuvent apporter effectivement en disant tiens, ça, ils ont peut-être pu utiliser cette technologie, tiens, cette pyramide, peut-être qu'elle a cette fonction-là. Tiens, ce site, ça pourrait expliquer pourquoi on a trouvé tel élément sur ce site. Voilà, moi, je lance en fait simplement un scénario. Et j'avoue honnêtement que j'ai pas l'explication pour tous les éléments de cette machine. Est-ce que c'était j'exagère, est-ce que c'est esthétique tellement ils avaient des facilités? Est-ce qu'au contraire, c'est une fonction, mais laquelle? Est-ce que il y a comment dire, une cavité qu'on n'a pas trouvée dans laquelle ils stockaient, je sais pas, du deutérium, du mercure ou autre? Tout ça reste encore extrêmement comment dire, hypothétique. Mhm. Mais on a quand même des structures à la surface de la planète qu'on ne sait pas expliquer au niveau de leur construction, qu'on ne sait pas dater finalement. Parce qu'on dit qu'elles ont 4500 ans pour les pyramides, mais c'est juste les dires d'Hérodote et autres. Et encore les interprétations qui nous font dater ça comme ça. Souvent, on a une tendance à dater les constructions des artefacts datables que l'on trouve à proximité. On trouve un os à un endroit, on dit que la cité qui est à côté a été faite par cette personne parce que c'est la plus ancienne retrouvée sur le site. Mhm. Mais rien ne nous prouve aujourd'hui que l'ensemble de ces constructions n'a pas 12 000 ans, quelque part. Un point qui serait intéressant, c'est plutôt que de dater au carbone 14, c'est de travailler sur le chrome 35 apparemment, qui est aussi qui travaille lui plus sur le vieillissement des roches à l'air libre. Enfin, j'ai cru en comprendre un petit peu ça. Mhm. Et voilà. Ok. Et donc ils sont repartis. Ils sont repartis. Et ils nous ont laissé ça avec de l'éducation, de la connaissance et des vestiges qui aujourd'hui soulèvent encore quelques questions, voire beaucoup de questions pour certains. Voilà. Puis après, le but c'est le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut trouver une explication en fait à ce qu'on a trouvé. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et il y a l'exemple de Göbekli Tepe qui était en Turquie, où effectivement on parle d'un site rituel. Ça pourrait très bien être simplement des enclos pour animaux avant de les emmener avec eux sur l'exoplanète, pour repeupler la planète avec des animaux de leur univers. C'est juste un exemple, mais quand on voit que les animaux ne sont pas issus du continent en question, que les réalisations sont des pierres de 17 tonnes, il y a 12 500 ans, et pour le coup, là, on est tous d'accord sur la datation de ces structures, qui, il y a 12 500 ans, étaient capables de telle prouesse. C'est intéressant, effectivement, de voir que quand on remet tout ça en perspective et qu'on date ça de 12 500 ans, pas mal de choses prennent plus forme, on va dire. Mmh. Et alors, tu le sais, on en a déjà parlé en off, moi j'ai encore un petit peu de mal, j'ai un petit peu de mal avec toute cette histoire. Pour conclure l'entretien, qu'est-ce que tu dirais, sans t'en remettre à Lovecraft, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui vont dire que tu délires complètement? Moi, je leur dirais d'imaginer que ça nous arrive à nous. Imagine, ça a failli nous arriver, ça pourrait nous arriver. Imaginez qu'il y ait juste 200 000 personnes enterrées sous terre dans quelques années. Qu'est-ce qui va leur arriver? Quel sera leur projet? Et quelle va être leur évolution à eux dans les dizaines et surtout les siècles qui vont suivre? Qu'est-ce que vous feriez? Et comment ça se passerait? Et moi, je pense que c'est juste du bon sens, en fait. Du bon sens, de la logique et de la voir très loin, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ok, bah écoute, merci beaucoup Thibaut pour les instants que tu as accordés à la chaîne, parce que c'est vrai que Planet Rose, je considère cette chaîne avant tout comme un média pour partager des différents sons de cloche. Et quand je dis cloche, c'est pas une métaphore condescendante, hein. Je vois vraiment ça comme un média qui ne reflète pas toujours forcément mes convictions personnelles. Et j'avoue que là, ça m'a fait plaisir de partager ces moments avec toi, parce que ça permet d'aborder des sujets, d'une part, que je maîtrise pas forcément, et des sujets avec lesquels je suis pas spécialement à l'aise.
Donc voilà, merci à toi, merci à vous tous d'avoir écouté cet entretien, parce que si vous entendez cette phrase, c'est que vous avez tenu la durée de ce podcast qui pour le coup sur un format un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir ou d'écouter sur la chaîne. Donc merci à vous, encore merci pour la 3e fois à toi, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos filmées, tournées aux 4 coins du monde, pour voir les beautés de notre planète et pour se plonger ou replonger dans notre lointain passé. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup, merci Yann.